Merci de nous retrouver avec, comme chaque mardi, Caroline Fourest avec nous. Quel sentiment, quel regard après l'assassinat de Charlie Kirk, cet influenceur de la droite. On dit que c'était l'aile dure de la droite MAGA, la droite proche de Donald Trump. Et c'est vrai qu'on a entendu des voix pour relativiser la gravité de cet assassinat. Caroline Fourest, c'est peu dire qu'il était très très loin de vous dans ses convictions, mais quel est pour autant votre regard sur lui? Vous m'avez dit, c'est son attitude qu'il faut observer aussi. Oui, parce qu'on est dans une époque où on ne sait plus débattre, on ne sait plus s'écouter, et c'est un mal dont on est en train de mourir. Alors il y a la position voltairienne qui est la mienne, qui est on ne doit pas mourir pour ses idées, on ne doit pas tuer quelqu'un pour ses idées, et Charlie Kirk, en étant à l'autre bout du spectre de beaucoup de mes convictions, l'incarnait quand même. Donc sur ces positions, j'aurais beaucoup aimé en débattre avec lui, j'aurais beaucoup aimé l'affronter, le confronter, puisqu'il était anti-avortement. Il condamnait l'homosexualité comme un péché, puisque c'était un influenceur très chrétien. Il considérait qu'il y avait quand même une norme qui devait l'emporter. Dans cette norme, quelqu'un comme moi, homo par exemple, ne devait pas avoir le droit de se marier. Donc non seulement il avait des idées très arrêtées, mais il avait des idées qui pouvaient découler sur une exclusion de droits et sur des discriminations dont je pouvais faire l'objet en tant que personne. Mais il n'incitait pas à la haine contre les personnes en tant que telles. Il n'était jamais violent dans son argumentaire parce qu'il savait justement argumenter. C'est un bon rhétoricien. Il avait une passion qu'il faisait depuis des années. Il allait dans les universités et il avait un format qui était filmé qui s'appelait Prove Me Wrong, prouvez-moi que j'ai tort, où au micro, face à lui, défilaient toute personne qui le souhaitait, des fois des conservateurs qui le trouvaient trop mou ou des conservateurs qui le poussaient dans ses retranchements, mais aussi souvent des jeunes étudiants progressistes. La partie était parfois un peu facile pour lui parce qu'il avait beaucoup d'entraînement et qu'il avait face à lui des étudiants un peu moins entraînés. On va voir un florilège de quelques moments où il est le plus conservateur, égal à lui-même, très franc, de son franc-parler au micro face à ses contradicteurs. Je vous dirai après un peu aussi comment il pouvait nuancer son propos, et ensuite on écoutera quand ça se passait moins bien pour lui. Là, c'est quand il est en position dominante, où il gagne le point, mais aussi où il est très affirmatif sur des valeurs, effectivement, très conservatrices. Why the women of America are so enthusiastic about the right to be able to kill preborn babies. Help me understand. I think it's more of just the ability to be able to do what you feel is necessary Bingo. for your I think body. that's right. It's narcissism. Did your parents come here illegally? Yeah. Okay, they're criminals and they should go back to the country of origin. Do you think the NBA should be half Asian? I don't care if they're better than any of the players that come if out they're of our better, combine. exactly. Excellence matters more than skin color. We are pro-merit, not pro-DEI. Oui. Alors c'est radical, mais il aime le dialogue. C'était une pensée radicale, radicalement conservatrice, mais il avait un avantage par rapport à d'autres influenceurs de la sphère MAGA qui prônent carrément la domination par la violence, c'est que lui, il aimait au moins débattre, entendre le point de vue de l'autre. Il y a plein de moments qui sont en train de circuler sur la toile où on le voit aussi, encore une fois, entendre, écouter, répondre pied à pied, tout en disant par exemple, ce sont mes convictions de chrétien, mais je vais essayer de vous les expliquer par un argument rationnel sur lequel nous pouvons débattre. Je ne suis pas pour la théocratie, je suis donc pour imposer mes valeurs comme chrétien, mais pas les imposer par la force, par la conviction. Et ça, dans un monde, encore une fois, ultra polarisé comme le nôtre, et l'Amérique, évidemment, est en avance sur nous là-dessus, c'est extrêmement rare. Donc, pour ça, oui, encore une fois, il est particulièrement terrible de perdre quelqu'un, et de perdre quelqu'un par la lâcheté la plus absolue, celle de ceux qui ne savent pas argumenter, celle de ceux qui ne savent pas écouter ni débattre, et qui ne savent que tirer. Et c'est le drame que vient de subir sa famille. Il y a une expression qui a fleuri après sa mort, c'est « je suis Charlie ». Il s'appelle Charlie Kirk. Évidemment, on pense à Charlie Hebdo. Vous avez travaillé à Charlie Hebdo pendant des années, vous avez défendu ce slogan. Est-ce que vous avez été heurté par l'utilisation, le détournement de ce slogan? Vous m'avez dit, j'ai eu tout un cheminement intellectuel et il faut savoir penser contre soi. Ma première réaction, David, en entendant « Je suis Charlie » à propos de Charlie Kirk, a été très douloureuse. Parce que j'ai eu le sentiment qu'on allait recouvrir la tombe de mes amis, du journal pour lequel je me suis beaucoup battue pour qu'on ne salisse pas leur mémoire, du sang de quelqu'un d'autre qui n'avait vraiment pas les mêmes valeurs, qui avait des valeurs à l'opposé d'eux.
Et ça a été tellement dur après les attentats d'expliquer, de réexpliquer que non, Charlie Hebdo n'était pas un journal d'extrême droite, n'était pas un journal qui incitait à la haine, n'était pas un journal qui a provoqué la discrimination. Que quand j'ai vu ce « Je suis Charlie » qu'on a tellement de mal à préserver, se transformer en « Je suis Charlie Kirk », comme pour le recouvrir, comme si c'était exactement la même chose, ma première réaction a été d'avoir envie d'hurler, de saigner, d'être contre. Et puis, je suis éditorialiste, donc mon métier, c'est de penser contre moi-même. Et quand vous êtes en train d'écrire un édito, les mots qui sortent, vous devez les formuler, vous devez argumenter. Et c'est ce que j'aime dans ce métier. Or, en essayant d'argumenter sur pourquoi Je suis Charlie Kirk ne devait pas être un Je suis Charlie tout court parce qu'il se confondait ou il recouvrait le Je suis Charlie que j'ai tant défendu, j'ai été obligée d'admettre un principe voltairien qui est celui qui est compris dans Je suis Charlie. Vous connaissez la phrase, mais elle est apocryphe qu'on prête à Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez les dire. C'est pas exactement une phrase de Voltaire, c'est un résumé de sa pensée en réalité. Quand on a défendu Je suis Charlie, on a toujours dit, on vous demande pas d'être d'accord avec tout Charlie Hebdo, de tout aimer de Charlie Hebdo, tous ses dessins, tous ses messages. On vous demande juste de défiler sous ce slogan pour dire, même si ces idées ne sont pas exactement la façon dont je les aurais formulées, on ne doit pas mourir pour des dessins, pour des idées. Et de ce point de vue, il n'y a pas de oui mais qui tienne. Ça s'applique évidemment aussi à Charlie Kirk. D'autant que j'ai réécouté tous ces discours. S'il tenait des discours normatifs dominants qui peuvent me heurter parfois, encore une fois, il n'incitait pas à la haine. Et j'ai toujours fait la distinction, et ça c'est la position française sur la liberté d'expression, entre la liberté d'expression, qui ne souffre aucune... il n'y a aucune limite, sauf celle d'être de l'incitation à la haine. À ce moment-là, c'est autre chose. Et à ce moment-là, il y a une régulation, et qui est évidemment pas celle des armes, pas celle de la violence, comme ce qu'a cru faire le tueur de Charlie Kirk. Et que penser de Tyler Robinson, cet homme de 22 ans qui doit être inculpé aujourd'hui pour son meurtre? Ses empreintes digitales ont été retrouvées. Il y a beaucoup d'indices qui l'accablent, même si pour l'instant il n'est pas passé aux aveux. Il y a eu plusieurs jours de flottement et de suspense autour du profil de ce tueur. Évidemment, le premier réflexe était de se dire, à partir du moment où Charlie Kirk était un conservateur, et comme il y a eu ces derniers temps plusieurs tueurs qui étaient plutôt de la gauche, et notamment des tueurs qui venaient trans et de gauche, il y a eu immédiatement un réflexe du camp républicain d'accuser de ce côté-là, et d'ailleurs c'est peut-être de ce côté-là que ça va finir par tomber, mais il y a quand même plein d'inconnus. Parce qu'on s'est aperçu que si c'est Tyler Robinson, et si son ADN le confirme, on parle d'un jeune homme de 22 ans qui a grandi dans l'Utah, qui est l'un des États très mormon des États-Unis, où vous pouvez être très absolutiste d'un côté comme de l'autre, mais lui en l'occurrence vient d'une famille très républicaine. Il a été entraîné par ses parents républicains à tirer depuis son jeune âge. Ensuite, il est allé à l'université, mais très brièvement, puisque immédiatement les républicains ont accusé l'université de l'avoir radicalisé, quand on sait ce que sont devenues certaines universités américaines. En réalité, il semble, et c'est même peut-être l'interprétation de Donald Trump qu'on va écouter, qu'il se soit radicalisé sur les réseaux sociaux. Et là, c'était pas si simple à décrypter, parce que vous savez, on a retrouvé des munitions avec écrit « Attrape fasciste, bella ciao », et si tu lis ce message, tu es gay. Donc là, on s'est dit, bon, c'est un antifasciste. Et c'est peut-être le cas. Sauf que ce qui a été compliqué, c'est qu'il suivait aussi Nick Fuentes, qui est un autre influenceur de la sphère MAGA. Mais alors lui, encore plus radical que Charlie Kirk, un suprémaciste blanc, antisémite, qui attaquait violemment Charlie Kirk, notamment parce que Charlie Kirk défendait Israël. Et donc on a eu un doute en se disant, comme ils ont les mêmes codes, en fait, les antifas et cette extrême droite suprémaciste a parfois les mêmes codes, les mêmes blagues. Et on est devant une sous-culture qui est celle des jeux vidéo, qui est celle des séries comme Casa del Papel, où pour eux, Bella Ciao, c'est plus un chant qui vient de la gauche antifasciste, c'est un chant qui vient d'une série. Et donc, on est devant une sous-culture. C'est pour vous dire que c'est très compliqué d'analyser les raisons de cette radicalité. Ce qui est sûr, c'est que la circulation des armes n'a pas aidé, puisqu'il a pu s'en procurer une et tirer. Ce qui est certain, c'est qu'on est face à une jeunesse qui très facilement se radicalise. Et il y a un indice qui laisse peut-être penser qu'on est quand même devant quelqu'un qui s'est retourné contre ses valeurs familiales pour opter vers une version plus antifasciste, violente, c'est qu'il était en colocation avec ce qui semble être son petit ami, qui était un homme en transition pour devenir femme. Et en ce moment, le FBI est en train d'enquêter notamment sur un groupe trans
de l'Utah, de Salt Lake City, qui était pour la lutte armée, parce que désormais, le danger vient de là aussi. Évidemment, c'est une possibilité très forte que ça tombe de ce côté-là quand même. Mais pour Donald Trump, et c'est ça qui est problématique dans un pays polarisé, c'est qu'ils n'ont pas attendu les éléments factuels que le FBI est en train de produire. Pour Donald Trump, on va l'écouter. De toute façon, ça allait forcément être ça. Looks like he was radicalized over the internet, and it's radicalized on the left. He's a left. I have a lot of problems with the left, and they get protected. Alors, un point qui est vrai, c'est que ces derniers mois, il y a de plus en plus de tueurs qui viennent de l'extrême gauche. Une donnée qu'on ne peut pas oublier non plus, c'est que normalement aux États-Unis, 90% des tueurs et des fusillades viennent de l'extrême droite et de tueurs d'extrême droite. Mais c'est en train de tout doucement de changer. Ça ne veut pas dire que ça se calme du côté de la violence de l'extrême droite, ça veut juste dire que l'extrême gauche commence elle aussi à être violente comme l'extrême droite. Et ce qui est un peu triste, David, dans cette affaire, c'est qu'on pourrait se dire qu'après un crime, un assassinat, et nous l'avons connu après Charlie Hebdo, mais ça n'a duré que ce que ça a duré, mais au moins ça nous a fait du bien. On ressoude un peu la nation. Il y a un peu moins de polarisation, un peu moins de division. Or, rien que les débats sur le profil de ce tueur, rien que ce qu'on a entendu comme réaction, on va peut-être pas les entendre, mais on a vu sur des réseaux sociaux des jeunes progressistes se réjouir de la mort de Charlie Kirk, ce qui est évidemment infâme, ça n'est pas humain, ça n'est pas acceptable. Mais on a aussi vu beaucoup de leaders démocrates se comporter de façon très digne et très responsable, que ce soit Barack Obama, Kamala Harris, ou même à gauche de la gauche, tout le monde, Bernie Sanders, tout le monde a condamné cet assassinat. Ça fait du bien. Il y a peut-être quelque chose qui va sortir de ça. Ce sera malheureusement pas de la dépolarisation. Ça, je n'y crois plus. Je pense que ça va consumer toutes nos démocraties et que nous sommes tous entraînés. En France aussi. En France aussi, bien sûr. C'est ce qui est en train de nous arriver. Nous sommes en train de devenir fous à cause des réseaux sociaux, des algorithmes, des biais de confirmation. Et on est en train de tourner dans nos tunnels au point de ne plus pouvoir écouter l'autre. Il y a une chose qui peut nous sauver, c'est le goût de la rhétorique. En France, il faudrait le remettre à l'ordre du jour. Il faudrait l'enseigner dans les lycées, dans les facultés. Mais je vais vous faire une confidence, moi qui l'ai, ce goût-là, moi qui ai eu les mêmes exercices un peu que Charlie Kirk dans des universités américaines et françaises, je n'y vais plus parce que je ne suis pas en sécurité. J'ai eu trop d'attaques de militants extrémistes et radicaux pour me faire taire. Moi et les copains de Charlie Hebdo, ça demande une protection policière démente aujourd'hui d'aller faire ce genre d'exercice dans une fac, qui sont pas les lieux les plus sûrs pour le débat contradictoire, malheureusement. Donc ça, c'est le premier constat terrible. Le constat plus positif, c'est que pendant des années, aux États-Unis, au nom du premier amendement, personne n'a fait de distinction entre la liberté d'expression qui est sacrée et l'incitation à la haine qui peut conduire à tuer, qui doit être régulée. Souvenez-vous quand J.D. Vance est venu en Europe nous faire la leçon sur la liberté d'expression. On ne s'est pas indigné parce qu'il a parlé de liberté d'expression. On s'est indigné parce qu'il a mélangé dans son discours des cas flagrants de désinformation, d'incitation à la haine pouvant mettre en danger avec des cas de liberté d'expression. Devinez ce qui se passe depuis 24 heures aux États-Unis. On va écouter Pam Bondi, procureur général trumpiste nommé par Donald Trump. Ça y est, comme ils sont touchés dans leur chair que l'un des leurs est tombé à cause de la violence et de l'incitation à la haine, ils font enfin la distinction. Pam Bondi, procureur général de Trump, qui était interviewé aujourd'hui, ça arrive. J'espère qu'on l'a, et qui reconnaît qu'il va falloir réguler l'incitation à la haine parce que justement, ça n'est pas de la liberté d'expression. There's free speech and then there's hate speech. And there is no place, especially now, especially after what happened to Charlie, in our society. We will absolutely target you, go after you, if you are targeting anyone with hate speech.